Il est là. Est-ce qu'il est l'heure? C'est bon? C'est moi le quart? Il est quelle heure? Eh bien, c'est parti. Est-ce que tout le monde a reçu le lien streaming? Ouais. Ok. S'il y a besoin, je vous laisserai voir avec les autres exposants. Il y en a certains qui l'ont reçu pour vous donner le lien. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir beaucoup d'enthousiasme, de plaisir et d'excitation que nous lançons aujourd'hui la 4e édition de la journée régionale du surpoids et de l'obésité de l'enfant à l'adulte. organisée toujours avec passion par l'association Elyséa. Et pas qu'elle. Cette journée, elle est ouverte à tous, grand public, professionnels de santé, et c'est un vrai cocktail de diversité avec un programme de fou. Imaginez des étudiants pleins d'avenir. Des professionnels de santé avec leur expertise. Le grand public, réunis pour partager, échanger, apprendre. Et bien sûr, passer un super moment ensemble. Que pouvait-on rêver de mieux? Ça, c'est toi qui le dis. Ah non, c'est moi. Alors, cette journée, c'est l'occasion de se retrouver dans un espace convivial, sans jugement, sans stigmatisation, où l'on peut parler librement. On s'est planté? Oh mince, je me suis plantée. Oh. Ah, c'est en streaming, on est mal. Hein. Allez, je tiens à saluer chaleureusement. On tient à saluer chaleureusement. Madame la maire de Besançon, Madame Anne Vigneault, on vous invite à venir nous rejoindre. Sa collaboratrice, Madame Claire Dupouet, on vous invite à venir sur scène, quitte à faire. Hein. Toujours prête à soutenir de belles initiatives. Aujourd'hui, c'est une première pour vous. Nous avons aussi la chance de compter parmi nous une représentante de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui nous soutient depuis 2013, Émilie Guillemin, merci. Et qui accompagne nos projets avec enthousiasme. Elle vient de Dijon, la Bourgogne. Et pour couronner le tout, en fin de journée, M. Cyril Deveza, conseiller municipal à la promotion de la santé, viendra illuminer cet événement par sa présence. Je croyais que c'était Cyril Lignac, moi. Je pensais aussi à pâtisser avec Mercotte. Alors, cette journée, c'est l'occasion de se retrouver dans un espace convivial. Là, c'est la bonne... sans jugement, sans stigmatisation, où l'on peut parler librement et trouver des solutions. C'est aussi le moment d'affirmer que nous avons tous ce fameux... Tu t'es trompé. Pouvoir d'agir. Ah bon? Parce que oui, chacun peut devenir acteur de sa santé et avancer avec confiance. Tout à fait. Ah oui, c'est l'inverse. Allez, un grand merci à vous tous, partenaires, laboratoires, étudiants, professionnels et adhérents, amis, familles, pour rendre cette journée si unique. Ensemble, faisons bouger les lignes tout en gardant le sourire. Parce que construire un avenir plus sain, c'est aussi une belle aventure humaine. Merci à Élise et Léonie, étudiantes en BTS SAM à Pergaud. Sam, c'est qui Sam? Salle à manger? SAM, c'est soutien d'aide au management. Qui, pour leur projet de 2e année, ont œuvré. Et là, j'ai perdu le fil, hein, bien évidemment. Ça, c'est parce qu'il me manquait les éditions. Et qui ont œuvré sur certains projets de cette journée. Alors, vous êtes prêts à démarrer? Alors, allons-y. Alors que cette journée soit mémorable, et on va laisser un mot à Madame la maire pour lancer cette journée officiellement. Bravo. Alors, je vais être obligée d'être dans le même temps et j'en suis très heureuse parce que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'en fait, il y avait une vraie énergie et beaucoup de sourires. Et donc, ça, c'est important. Quand on arrive sur les forums, c'est pas toujours comme ça. Alors, c'est ça qui est génial, c'est que vous organisez quelque chose qui est profondément
comment dire, une préoccupation de beaucoup de personnes. Et en même temps, vous le faites avec cette énergie positive. Je ne sais pas, l'énergie en général, c'est positif, mais celle-ci, elle est vraiment très positive et réjouissante. Donc, je suis d'autant plus heureuse d'être ici. Et puis, je suis heureuse que ça se passe, bien sûr, sur Besançon, parce que nous essayons de faire en sorte que cette ville puisse être le plus possible adaptée à toutes les situations de vie. Et d'ailleurs, nous prenons comme cap que l'avenir d'une ville, c'est d'être une ville au bénéfice de la santé. Et ça, c'est pour nous important. Et cette santé-là, elle peut avoir tellement de facettes différentes que nous avons besoin aussi de vous rencontrer, de discuter, de dialoguer, pour que vous puissiez nous expliquer finalement ce que vous considérez que une ville, un territoire puisse apporter à chacun, à vous, en fonction de vos vies et de ce qui se passe pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour les personnes qui, effectivement, peuvent avoir à subir, je ne sais pas comment on peut le dire, la question du surpoids, de l'obésité, etc. Alors, on voit des chiffres qui augmentent. Donc, évidemment, on a tous des questions à se poser et à se dire quels sont les facteurs qui font qu'on se trouve dans cette situation-là. Je sais que vous avez sans doute déjà beaucoup d'idées dans cette problématique, pour cette problématique, et que vous avez envie de les partager. C'est ça qui est important. Et merci à vous d'organiser quelque chose qui est fondamental, c'est l'échange et justement le fait de travailler dans une intelligence collective, comme on dit. Alors, je le dis parce que, en fait, chaque fois que je rencontre des forces vives, comme on dit, ou des acteurs d'une thématique, alors on réunit tout le monde et d'un seul coup, tout le monde nous dit toujours, finalement, on ne se rencontre pas assez, on n'échange pas assez, on ne construit pas assez ensemble. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'on pense tous de la même façon, qu'on fasse les choses tous de la même façon. C'est que justement, il puisse y avoir des actions qui sont menées de façon très différenciée parce qu'on n'est pas tous faits de la même chose, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même façon d'appréhender ce qui nous arrive ou ce qui arrive à l'autre. Et donc, comment accompagner ? Eh bien, forcément, l'accompagnement, il doit être divers. Voilà. Et je pense qu'il y a bien sûr des choses fondamentales et les médecins sont là aussi pour nous apporter ce regard. Mais c'est surtout, je pense que dans l'accompagnement, effectivement, c'est la diversité qui est importante et l'échange. Voilà. Donc bravo, parce que c'est typiquement ce que nous essayons d'insuffler, c'est les rencontres, les échanges, le travail collectif, parce qu'il n'y a pas une seule voie. Il y a bien des voies et en tout cas, on a besoin que la société soit une société, surtout dans le contexte aujourd'hui enfin, c'est très anxiogène, pardon. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a besoin de solidarité, du faire ensemble et de croire que la société, c'est bien une société qui fait ensemble et pas une société qui partirait chacune de son côté, avec chacun de son côté. C'est de ça dont on a besoin, c'est de cette solidarité. Et vous l'incarnez tous, parce que tous ici à 7h du matin, je ne sais pas à quelle heure du matin, mais en tout cas, bravo. Et puis, merci, puis j'espère que vous aurez beaucoup de monde. Et en fait, Cyril Deveza vous dira combien nous sommes effectivement attentifs à faire en sorte que ces questions de santé soient vraiment une construction pour la société, une orientation, une boussole. Je pense que si on prenait celle-là de boussole, tout le monde irait beaucoup mieux. Donc, merci à vous. Merci encore. Merci. En tout cas, merci, parce que c'est une grande première pour nous et c'est une reconnaissance. Alors, on va lancer cette journée, mais avant, pour ceux qui nous connaissent, c'est que Jérôme et moi, Centre spécialisé d'obésité et l'ISEA, on a toujours des challenges, on aime bien. Donc, Jérôme, en ce moment, c'est Pâques. Je te laisserai de mettre donc, ce super serre-tête. Et à chaque fois que tu communiqueras avec quelqu'un, puisque la posture verbale est très importante et la non-verbale aussi, c'est d'appuyer sur ces petits... Voilà. Et en même temps, quelques douceurs à manger en pleine conscience avec la terre et l'assiette. Voilà, et tu auras la surprise. Allez, c'est parti, on y va. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez les ateliers et bien sûr, vous avez la plénière. Et on va débuter cette journée
avec le parcours de soins de l'enfant, famille et adulte, avec le docteur Stéphanie Pasteur, médecin pédiatre et coordinatrice du REPOP Bourgogne-Franche-Comté. Et nous aurons l'intervention aussi de Jérôme Combe, médecin endocrinologue, diabétologue et coordinateur du CSO Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le parcours de prise en charge de l'enfant en surpoids en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pour commencer, c'est important de comprendre les missions du REPOP Bourgogne-Franche-Comté et les missions des centres spécialisés obésité des 2 CHU dans notre région. Donc, le réseau, c'est un réseau d'appui aux professionnels du parcours avec une équipe de coordination qui est une équipe pluriprofessionnelle et 2 sites pour cette grande équipe de coordination, à Dijon pour la Bourgogne et à Besançon pour la Franche-Comté. Et je vais expliquer par la suite les missions des centres spécialisés obésité. Ce qu'il est important de comprendre pour la filière pédiatrique, c'est que le REPOP, il assure la mission de coordination des centres spécialisés obésité pour donc les CHU de Besançon et Dijon. Alors, les centres spécialisés obésité, Jérôme va pouvoir revenir dessus par la suite pour l'adulte. Leurs missions sont bien définies par l'instruction qui est parue en 2023 sur l'organisation des filières et le cahier des charges des CSO qui a été bien défini. Et donc, ces centres spécialisés obésité ont 3 composantes, médicales, chirurgicales et pédiatriques. Donc, moi, je vais aborder la filière pédiatrique. Donc, il y a 2 missions principales. La première mission est la prise en charge des situations d'obésité sévère et ou complexe et la mission d'apporter une expertise aux professionnels. Et on est bien sur un niveau 3 dans la gradation des soins. Je vais y revenir dans la suite. Donc, on est bien sur la prise en charge des situations d'obésité les plus complexes. La mission 2 correspond à l'organisation de la filière. Et donc, comme je vous l'expliquais, cette mission de coordination pour la pédiatrie, elle est assurée par l'équipe de coordination du réseau. Alors, vous avez ici notre fly grand public que vous pourrez retrouver sur notre stand. Donc, l'idée est de pouvoir présenter le réseau aux familles en expliquant que le réseau, c'est un réseau de professionnels du secteur libéral, hospitalier, mais également d'un travail en partenariat avec des structures type SMR, IME, et bien entendu, tous les acteurs positionnés sur le dépistage et l'orientation des enfants, notamment PMI Éducation nationale. Et ce fly présente l'accompagnement et comment il se déroule. Donc, il y a un premier bilan médical qui va être réalisé pour l'enfant, puis la possibilité de mettre en place un suivi qui va être personnalisé et surtout la possibilité d'une prise en charge financière lorsqu'il y a une indication d'un suivi diététique ou psychologique. Donc, le réseau, il a un statut d'association. Il est financé quasi exclusivement par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et c'est ce financement qui permet ce soutien financier pour la prise en charge et l'accès à la prise en charge pluridisciplinaire. Et puis, le réseau permet également de proposer des prises en charge collectives sous différentes formes, activités physiques, programmes d'éducation thérapeutique, ateliers de cuisine pour les patients, les enfants et leurs familles. Alors, vous avez ici le fly qui est à destination des professionnels. L'objectif est de nouveau de présenter le réseau, de leur expliquer pourquoi il peut être intéressant de nous rejoindre. Donc, notamment, vous avez sur la partie gauche la possibilité d'un appui sur les situations complexes qui sont amenées à prendre en charge, le fait de faciliter les échanges entre les professionnels, de bénéficier d'une formation continue. Et puis, donc, sur la droite, quel intérêt pour leur patientèle, finalement, et les enfants et les familles qu'ils suivent. Donc, comme je l'ai expliqué, la possibilité d'une prise en charge pluridisciplinaire, elle est très, très souvent indiquée chez l'enfant et d'une prise en charge adaptée et, comme on l'a expliqué, d'une coordination de ce suivi par l'équipe du réseau. Alors, le réseau organise des sessions de formation pluriprofessionnelle qui valident le développement professionnel continu. Vous avez sur la partie droite les différentes dates sur l'année 2025. Donc, vous voyez qu'on va se déplacer dans différents territoires en Bourgogne-Franche-Comté dans cet objectif de former les professionnels. Et à partir de cette formation, ils vont devenir acteurs de notre réseau. On forme également les professionnels qui sont impliqués en prévention et en dépistage, notamment professionnels de l'éducation nationale et de PMI. Et on intervient dans différentes filières en formation initiale. Alors, grâce à un partenariat avec la santé scolaire depuis de nombreuses années,
on a la possibilité d'assurer un suivi épidémiologique de la prévalence du surpoids de l'enfant en Bourgogne-Franche-Comté grâce au recueil des valeurs d'IMC des collégiens en classe de 6e lors de la visite auprès des infirmières scolaires avec un très bon taux de retour. Et donc, vous voyez sur la dernière année scolaire 2023-2024, dont on a déjà pu analyser les données, on est sur une prévalence du surpoids en Bourgogne-Franche-Comté chez l'enfant de 19,6%. Avec donc, on se dessine finalement 2 niveaux de plateau avec une augmentation franche post-Covid en 2020-2021 et puis une tendance plutôt à la stabilisation au niveau de la région, mais comme vous le voyez avec des disparités quand même très importantes en fonction des départements et c'est clairement corrélé au niveau socio-économique. Et donc ce suivi nous permet d'établir cette cartographie, toujours en lien avec l'ARS, qui va être un outil précieux pour cibler finalement les territoires où on va mettre en place des actions, que ce soit des actions de prévention ou de prise en charge, avec en rouge foncé les zones où la prévalence est la plus élevée. Alors on en arrive à la structuration du parcours. Bien évidemment, il est structuré à partir des recommandations de la HAS. Elles ont été mises à jour en 2022 pour le surpoids et l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, chez l'enfant, on va parler de situations non complexes ou complexes. Alors, dans les situations non complexes, on va retrouver les situations de surpoids ou d'obésité, mais sans complications ou sans facteurs associés. Et donc, la situation devient complexe dès lors qu'on est en situation d'obésité avec un cumul de facteurs associés. Je ne vais pas tous les détailler là, mais vous voyez qu'ils sont multiples et qu'on va avoir besoin de faire une évaluation qui s'appelle multidimensionnelle avant de débuter la prise en charge pour bien cerner le niveau de complexité et orienter l'enfant en fonction des besoins et des suivis nécessaires. Donc voilà, pour avoir la vision d'ensemble, si on part du premier recours, on va être sur la prise en charge des situations non complexes et on va retrouver les acteurs du domaine du secteur libéral. Donc par notre site internet, on a une cartographie interactive qui va permettre de cibler par type de profession et par lieu d'exercice les professionnels de notre réseau. Donc vous avez au niveau de l'écran en bas le nom des professionnels, leurs coordonnées qui sont à même de prendre en charge ces enfants. Au niveau du deuxième recours, donc on est sur des situations qui deviennent complexes. Donc on va retrouver les équipes spécialisées. Alors, ce sont les équipes de pédiatrie des centres hospitaliers de la région qui ont développé une compétence et peuvent prendre en charge les situations complexes d'obésité de l'enfant, avec de nouveau cette cartographie pour pouvoir les identifier. À partir du deuxième recours, on retrouve la place des programmes d'éducation thérapeutique et de la prescription d'activités physiques adaptées. On voit le SMR Labeline et qui va être à la fois sur de la prise en charge de deuxième et troisième recours avec différentes modalités de prise en charge, que ce soit en séjour court, en moyen séjour, mais également possibilité de suivi avec l'équipe mobile. Donc un travail en partenariat, on arrive au troisième recours pour les situations d'obésité les plus complexes comme je vous l'ai expliqué. Et donc on retrouve ici les missions des 2 CSO de Dijon et Besançon. Alors, comment le réseau coordonne les parcours patients ? À partir de notre site internet, donc les familles peuvent faire une demande de rendez-vous en ligne et à partir de là, ils vont être contactés par l'équipe de coordination pour faire un premier bilan par téléphone, comme je vous l'ai expliqué, qui va permettre vraiment de faire cette analyse à partir de nombreux critères pour bien cerner le niveau de complexité et bien évidemment en s'appuyant sur les courbes d'IMC. Et voilà la vue d'ensemble du parcours tel qu'il existe aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Donc la porte d'entrée, c'est vraiment ce premier bilan par un médecin qui va être un médecin acteur du réseau, qui va définir les besoins du patient et ensuite son orientation éventuellement vers d'autres prises en charge. Donc ça peut être une prise en charge diététique, psychologique ou en activité physique adaptée. Et comme je vous l'expliquais, on a la possibilité de financer des forfaits pour ces prises en charge. Vous voyez qu'il s'agit de forfaits de 280 € sur un parcours qui a été pensé sur 2 ans. Et donc pour les prises en charge diététiques et ou psychologiques, pour l'activité physique adaptée, on a la possibilité de financer un bilan d'activité physique lorsqu'il va y avoir un besoin d'évaluer la sédentarité et d'orienter vers des ressources qui vont être adaptées puisque l'enfant, par exemple, ne pourra pas intégrer un club sportif. Et puis, évidemment, donc on travaille avec les différents spécialistes pour les bilans des situations d'obésité complexe. Et donc, un suivi médical sur 2 ans, coordonné par le médecin et où l'équipe du réseau est en appui.
Alors, on a pu développer un e-parcours surpoids pédiatrique à partir de la plateforme ITIX et en collaboration avec le GRAD. Et ce e-parcours, il permet d'échanger entre les professionnels du cercle de soins du patient. Et puis, c'est un outil précieux pour l'équipe de coordination, justement pour coordonner ces parcours. Donc vous voyez, il permet, ce logiciel, de tracer très très simplement les courbes d'IMC de l'enfant. Donc chaque professionnel qui est amené à voir l'enfant va pouvoir alimenter ce dossier partagé et vraiment assurer le suivi et l'échange d'informations entre professionnels. Alors, le réseau a également développé des ateliers d'activité physique adaptés qui s'appellent les passeports formes. Donc là, je vous ai mis la plaquette de Besançon. Donc, ça passe par une prescription par le médecin d'activité physique adaptée avec donc des aménagements éventuels, des précautions à prendre pour la pratique qui peuvent être renseignées. Donc, initialement, ces ateliers ont été développés pour les enfants en surpoids ou en obésité. Et puis, depuis cette année, ils se sont ouverts à la prise en charge également d'autres pathologies chroniques de l'enfant, dont le diabète et l'asthme, avec une prise en charge, comme vous le voyez, vraiment faible pour les familles, puisqu'on est sur une moyenne d'environ 30 € pour l'année scolaire. Hein, il fonctionne par année scolaire. Donc, d'autres prises en charge, encore une fois, par le réseau qui permettent de diminuer ce coût. L'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes de pratiquer de nouveau, de retrouver du plaisir, puisqu'ils vont pratiquer de façon adaptée, avec des éducateurs sportifs qui sont formés, avec un projet sportif qui est travaillé tout au long de l'année, et bien un objectif de pouvoir intégrer ensuite en autonomie une activité physique. On appelle ça un atelier tremplin. C'est vraiment les amener de nouveau à bouger dans de bonnes conditions. Alors, un mot pour les situations très complexes du parcours de chirurgie bariatrique chez l'adolescent, puisqu'il y a des recommandations spécifiques. Ce parcours a été construit en région par les deux CSO, en concertation avec la filière adulte. Il a été validé par le comité stratégique de l'ARS dans le cadre du parcours nutrition. Et comme vous le voyez, donc, à la différence de l'adulte, il y a 2 RCP pour la chirurgie bariatrique de l'ado, avec une première RCP, puis un parcours au minimum d'1 année, avec un suivi très régulier qui est mensuel, la possibilité de proposer des séjours également en SMR, la mise en lien avec les associations de patients. Et puis, il y a une deuxième RCP à la fin de cette année de préparation qui valide ou non la chirurgie. Donc, il peut très bien y avoir un avis défavorable après cette année de préparation. Et évidemment, cela concerne les situations d'obésité les plus complexes, les plus sévères, et avec un suivi préalable pluridisciplinaire bien conduit, au minimum d'1 année, avant même de pouvoir accéder à la première RCP et au suivi. Donc ensuite, la chirurgie, il a été défini qu'elle se faisait en CHU, et puis un suivi qui a été également décidé, toujours maintenu par l'équipe CSO pédiatrique pendant 2 ans minimum après chirurgie, pour vraiment se donner le maximum de chances de limiter les perdus de vue et d'organiser au mieux la transition avec les équipes CSO adultes. Alors j'en arrive à finalement l'appui aux professionnels acteurs que le réseau peut apporter. Alors, ça se traduit sous différentes formes. Donc, vous voyez, il y a des outils, il y a de la formation continue. Alors, si je commence à gauche par le carnet de suivi, ça fait partie des outils que l'équipe de coordination va produire pour, encore une fois, aider à la fois les professionnels et les familles dans cette prise en charge. Et on en a sur notre stand, si vous voulez venir les voir, parce que c'est un outil qui a été produit cette année. Et le carnet de suivi, il a vraiment été amélioré par rapport à sa première version, dans le sens où on en a fait un outil motivationnel pour à la fois l'enfant et les parents, puisqu'il y a 2 parties séparées, et on a pu intégrer également tous les liens, toutes les ressources dont les familles peuvent avoir besoin, que ce soit sur les écrans ou d'autres problématiques. Donc il est vraiment très complet. En tout cas, on a très bon retour de nos professionnels acteurs. On organise également donc des temps d'échange entre acteurs départementaux. Ça permet de travailler en pluripro, pour nous de donner toujours de l'information sur ce que le réseau développe et les offres de prise en charge en proximité. Et puis donc, on diffuse également une newsletter.
On organise des RCP sur situation de patients. On peut répondre, on peut apporter des avis spécialisés. Et donc sur la droite, un autre outil qui est un petit livret sur la thématique des limites et de la parentalité globalement. Et il y a un outil qui vient d'être créé également, qui va bientôt être diffusé, qui peut être utilisé en consultation par les professionnels pour venir aider les parents à venir explorer cette question des limites éducatives, avec des témoignages de familles et de professionnels. On a développé donc sous différents supports une campagne de communication. Donc il y a des flyers, des affiches, des clips vidéo, et puis on a une expo qu'on peut mettre à destination des professionnels, notamment quand il y a une organisation d'événements de prévention. Donc vous verrez un exemple également sur notre stand. On est parti finalement d'idées reçues et pouvoir apporter, en tout cas, amorcer une conversation sur ce sujet. Et comme vous l'avez vu, cette campagne, elle s'appelle « Osons parler du surpoids » parce que bien souvent, hein, le frein, c'est cette difficulté à en parler, parfois même difficulté pour les familles de l'aborder avec leur médecin traitant. Donc on veut vraiment faciliter cette communication qui aujourd'hui est encore un problème. Et on a des affiches notamment « Osons parler du surpoids ». Les professionnels, par exemple, de cette maison de santé sont formés et ça facilite vraiment pour les familles la possibilité d'en parler. Donc voilà, il y a des thématiques différentes, hein, les moqueries, l'activité physique, l'alimentation. Alors j'ai terminé, je n'ai pas abordé la prévention, mais juste pour dire que le réseau également apporte des actions de prévention. Ce n'est pas la thématique aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, on pourra vous renseigner sur notre stand. Merci beaucoup Stéphanie. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur la partie obésité adulte et s'il y a des questions, d'échanger juste après. Au niveau du timing, donc jusqu'à 9h30, c'est OK pour vous? Eh bien, c'est parti. Donc, je vous rappelle de Dr Combe, coordinateur du Centre spécialisé d'obésité de Franche-Comté. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien parce que Oui. Donc, Dr Combe, je m'occupe au niveau médical avec le Dr Amsalem de la coordination régionale de l'obésité versant adulte. Alors, je vais vous présenter le CSO et je vais me mettre un petit peu dans la position pas d'un soignant, parce que je pense que les soignants connaissent plutôt bien l'organisation des soins, mais plutôt une personne dans la salle parmi vous qui serait voilà, une personne lambda, entre guillemets, une personne qui s'interroge à comment je peux être pris en soins en tant que personne en situation d'obésité et de surpoids en Franche-Comté. Alors, juste pour la petite histoire, mais vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes. La problématique de l'obésité, c'est sa prévalence et cette épidémie qui s'est développée au fil des années. Et vous voyez qu'entre 1997 et 2020, ça a explosé. Vous voyez qu'en 2012, déjà, on voit que c'est une courbe croissante, hein, mais en 2012, vraiment, les pouvoirs publics se sont dit qu'il faut faire quelque chose par rapport à cette problématique d'obésité. Et donc, il y a eu un plan national en 2012-2013, un plan national obésité. Et on s'est dit, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'obésité. Et pour autant, il n'y a pas plus de soignants sur le terrain pour les soigner. Donc, si on veut prendre en soin plus de patients, il va falloir s'organiser, il va falloir travailler mieux ensemble, il va falloir se coordonner. Donc, logiquement, on s'est dit, on va créer des coordinations pour mieux coordonner les soignants, pour optimiser et prendre le plus de personnes en difficulté en soins. Alors, pour la précision, les CSO sont nés en 2012-2013, 10 ans après le REPOP. Hein. Et vous avez vu que la prise en soin chez l'enfant est bien structurée, bien organisée. Nous, vous allez voir, on s'organise. On a un petit décalage de 10 ans par rapport au REPOP, mais je pense que dans 10 ans, on sera au niveau du REPOP. Donc, dans ce plan obésité, il a été décidé de créer dans chaque région et au niveau de la métropole et des DOM-TOM, de créer des centres spécialisés obésité. Donc, à Besançon, donc en Franche-Comté, il y a un CSO, comme en Bourgogne d'ailleurs. Alors, ces centres spécialisés obésité
ont deux missions. Une première mission, donc, d'organiser, de coordonner, comme je vous l'ai dit, la prise en soin de l'obésité pour une meilleure lisibilité de la prise en soin à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé, et aussi une mission de soins niveau 3, j'y reviendrai après, pour la prise en soin des personnes en situation d'obésité sévère, qui nécessitent souvent une prise en soin pluridisciplinaire. Alors, je vais parler de la partie coordination des CSO. Donc, la partie coordination des CSO, donc cette partie de soignants. En fait, on est des soignants aussi, mais on coordonne, et c'est logique. Donc, un CSO, donc partie coordination, donc qui va faire ce travail de lien, d'échange, de partage, etc. Et donc, cette coordination, elle est centrée au CHU de Besançon, parce qu'il fallait bien la mettre quelque part. Elle est pilotée par l'Agence régionale de santé, bien sûr, et financée par l'Agence régionale de santé. Et nous avons, au niveau de l'établissement, au niveau du CHU de Besançon, donc un référent administratif et financier. Et donc, cette partie coordination, elle comprend un médecin. En fait, nous sommes deux, donc moi et le docteur Amsalem. Sandrine, qui doit être dans la salle, qui est notre responsable administrative. Et puis Anne-Colette, qui est diététicienne dans notre service et qui fait la coordination en tant que soignant paramédical. Alors, les missions de coordination, en fait, c'est les mêmes que les missions de coordination que fait le REPOP chez l'enfant. Je vais un petit peu plus les détailler. Donc, nos missions, c'est de participer aux projets innovants, participer à la recherche, à des expérimentations. Et souvent, nous sommes amenés à solliciter des patients pour participer à ces protocoles de recherche. Nous avons comme mission d'animer la filière de soins, le parcours de soins, en favorisant des rencontres, des échanges avec les différentes structures des différents niveaux dont je vais parler après, et puis d'organiser des échanges avec le REPOP, avec les associations. Et tout ça, ça peut se faire dans le cadre d'une journée régionale comme aujourd'hui, ou dans le cadre d'une journée régionale professionnelle comme nous avons eu la chance d'organiser, de participer hier. Ces missions, c'est de faire du lien aussi avec les autres structures de coordination que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas dans le soin, qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires, des CPTS, des DAC, peu importe, ce sont des structures qui ont aussi pour but de mieux coordonner le soin au niveau de votre territoire de santé. C'est-à-dire que quand vous avez un problème de santé, il y a d'autres structures de coordination, c'est-à-dire des soignants et des non-soignants qui réfléchissent ensemble à comment mieux orienter, mieux organiser la prise en soin pour la meilleure efficacité possible. Donc notre travail de coordonnateur, c'est aussi de travailler avec les autres structures qui coordonnent pour encore mieux coordonner. Bien sûr, nos missions, c'est de construire l'offre de soins gradués, donc je vais en parler. Organiser des RCP. Alors les RCP, en fait, c'est des réunions de concertation, parce qu'on est souvent, vous le savez, on est souvent moins bête à plusieurs que tout seul. Donc dans des situations, notamment dans les problématiques des personnes qui veulent bénéficier d'une chirurgie de l'obésité, mais pas que, dans des situations où la problématique d'obésité est complexe, où on se gratte un peu la tête et où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. On se réunit dans des réunions qui s'appellent des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaires, pour avoir des regards différents sur la situation et prendre la meilleure décision possible. Donc quand une personne parmi vous veut bénéficier d'une chirurgie de l'obésité en Franche-Comté, elle a un suivi, il y a un parcours, j'y reviendrai, et à un moment donné, des soignants experts se rassemblent et réfléchissent autour du dossier et valident l'indication pour après une prise en soin par les organismes sociaux et l'opération. Et puis bien sûr, nous avons une mission d'appui pour les soignants des autres recours, mais j'y reviendrai, pour les situations un peu compliquées. Et notre mission, c'est de diffuser la bonne parole, diffuser les recommandations. Nous avons un site internet aussi où il y a des documents de support. J'y reviendrai à la fin. Et puis, j'ai mis en gras, parce que c'est un petit peu notre point faible, parce qu'encore une fois, on a 10 ans de retard avec le REPOP, mais notre point faible, c'est de proposer des formations, parce que en formation initiale, les soignants qui vous prennent en soin, malheureusement, et c'est notre faute à nous, spécialistes, on n'a pas pu proposer des formations de qualité quand vous avez une formation initiale
de soignants. Et donc, vous n'avez pas forcément les compétences optimales pour accompagner les personnes en situation d'obésité. Donc, on va essayer de rattraper le tir en proposant des formations en formation continue aux professionnels de santé. Donc, vous voyez qu'il y a cette mission de coordination qui prend plein d'aspects différents et plein de formes différentes. Et nous avons aussi une mission de soins. Et notre mission de soins, elle se situe au niveau du troisième recours. Donc, troisième recours qui consiste à prendre les personnes en situation d'obésité complexe. Alors, chez l'adulte, l'obésité complexe, elle est graduée par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc, l'obésité complexe avec un IMC à plus de 40, avec éventuellement des complications de cette obésité, c'est le recours, troisième recours. Alors l'obésité, sa complexité, on est bien d'accord qu'elle n'est pas liée qu'à l'indice de masse corporelle, mais voilà, dans les critères, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je vous ai parlé de différents recours. Donc, il y a le premier recours qui est en fait votre médecin traitant. C'est-à-dire que vous avez un problème de poids ou d'obésité. La porte d'entrée, c'est souvent le médecin traitant. C'est différent de chez l'enfant, hein. Chez l'enfant, il y a une porte d'entrée qui va être le milieu scolaire, qui va être les parents qui vont solliciter telle ou telle personne. Chez l'adulte, c'est souvent le médecin généraliste. Donc, vous allez voir votre médecin généraliste et votre médecin généraliste, il a son réseau local parce que voilà, il travaille avec d'autres structures de coordination. Il a son petit carnet d'adresses et donc il va travailler, il va vous accompagner en fonction de sa formation et de son niveau de compétence. Il va vous accompagner dans votre problème de surpoids ou d'obésité et il va solliciter associations et les diététiciennes, les psychologues, infirmières azalées, infirmières IPA. Des preuves d'activité physique adaptée, le réseau sport santé, des kinés, etc. Et donc, ils vont pouvoir vous accompagner dans votre situation d'obésité non sévère avec un IMC inférieur à 35, sans complications. Ça, c'est dans les textes, hein. En théorie, tous les patients vont voir leur patient, et leur médecin traitant, et leur médecin traitant va pouvoir faire cette prise en soin-là. Et pour les autres situations un petit peu plus compliquées, ou si dans cette situation, c'est un peu compliqué pour lui, il va solliciter le deuxième recours. Le deuxième recours, c'est les médecins spécialistes, donc les spécialistes adultes et enfants en nutrition, donc pédiatrie, adultes, pédopsychiatres, endocrinologues, diabétologues et nutritionnistes. Et donc pour l'enfant, donc ça va être le REPOP. Et donc le médecin traitant va vous orienter vers une structure de deuxième recours si votre IMC est supérieur à 40 ou s'il est en difficulté avec un IMC inférieur. Donc IMC supérieur à 40 ou IMC inférieur à 35 avec des difficultés ou des difficultés de prendre en soin ou des complexités de l'obésité. Orientation vers le deuxième recours. Et ce deuxième recours ne comprend pas que des médecins spécialistes en ville, il comprend aussi des structures de soins dans notre région. Nous avons la chance d'avoir différentes structures de soins qui peuvent répondre à ce besoin de prise en soin de deuxième recours. Alors nous avons l'hôpital de Dole, l'hôpital de Lons-le-Saunier, l'hôpital de Baume-les-Dames, l'hôpital de Pontarlier. Nous avons la clinique Saint-Pierre à Pontarlier qui propose aussi des prises en soins pour le deuxième recours. Alors c'est souvent sous des formats d'hôpitaux de jour, sur quelques semaines. Nous avons la clinique de Saint-Vincent aussi qui propose aussi une prise en soin deuxième recours. Et puis nous avons la Fondation Arc-en-Ciel via la structure des Hauts-de-Chazal qui est à côté du CHU de Besançon qui propose aussi des accompagnements pour les personnes en situation d'obésité pour le deuxième recours. Et puis donc il y a le troisième recours, donc c'est les CSO. Partie soins, CSO, donc c'est la partie troisième recours. Partie soins médicaux et chirurgicaux. Et la particularité du CSO en Franche-Comté, c'est qu'il est multisite. Voilà, je ne vais pas détailler pourquoi il est multisite, mais en tout cas, il a cette particularité d'être multisite. Donc le CSO troisième recours, donc notre mission de soins, donc, va comprendre donc, le CHU de Besançon, l'hôpital de Vesoul, le CHU de Vesoul, la polyclinique de Franche-Comté, l'hôpital Nord-Franche-Comté, donc l'hôpital de Trévenant. Et puis, nous travaillons aussi avec un centre de soins de réadaptation qui est notre référent obésité, qui est le centre de soins de Pondéry à la Grange-sur-le-Mont. Donc, ces différentes structures, c'est le troisième recours. Et ces différentes structures, c'est pour la prise en soin
des personnes en situation d'obésité très complexe avec des IMC supérieurs à 40 et avec des comorbidités. Donc en pratique, votre médecin traitant va vous prendre en soin. S'il a une difficulté, si c'est compliqué ou si d'emblée la situation lui paraît trop compliquée ou si sa prise en soin, à un moment donné, il trouve ses limites, il va vous orienter vers le deuxième recours. Et si le deuxième recours ne répond pas aux besoins, orientation vers le troisième recours. Ça, c'est en théorie. En pratique, ça peut se faire différemment. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir un soignant du deuxième recours, mais qui va vous réorienter vers le premier recours si ce n'est pas sa mission, ou qui saura vous orienter vers le troisième recours si ce n'est pas sa mission non plus et que la situation est compliquée. Et puis, vous pouvez tout à fait téléphoner au CSO. Je vais vous donner les coordonnées. Vous téléphonez au CSO, vous contactez directement le troisième recours et on vous dira ben non, madame, monsieur, non, vous ne répondez pas à une prise en soin du troisième recours et on vous réorientera vers le deuxième ou le premier recours. Donc, vous voyez que c'est assez souple et finalement, c'est un petit peu différent de chez l'enfant hein, parce que les portes d'entrée sont différentes. Alors, cette diapositive, elle est illisible, mais le but, c'est que vous voyez des flèches. Si vous voyez les flèches, je suis content parce que le but, c'est de comprendre que finalement, ce premier, deuxième et troisième recours, ils n'ont d'intérêt, enfin, ils n'ont de sens que s'il y a du lien entre les trois. Et donc, vous comprenez que ce lien, ces flèches, en fait, toutes ces flèches, c'est la coordination. Donc, l'intérêt d'une prise en soin optimale dans une région, d'une personne en situation d'obésité, va avoir de sens et va avoir la meilleure efficacité, la meilleure efficience possible s'il y a ce lien entre les différents acteurs des différents recours, des différents niveaux. C'est ça qui va faire la meilleure prise en soin possible. Alors bien sûr, à tous les niveaux, que ce soit premier, deuxième ou troisième recours, nous allons travailler avec différents acteurs. Alors bien sûr, des associations de patients, hein, bien sûr, c'est évident. Hein. Le réseau Sport Santé, qui est bien implanté en France et en Franche-Comté, avec qui nous travaillons. Bien sûr, les fournisseurs de matériel médical, les soignants qui travaillent à prendre en soin les complications de l'obésité. Et je pourrais en citer d'autres. Il y a aussi l'IETP, dont je n'ai pas parlé, mais qui se développe et qui va être à tous les niveaux aussi de la prise en soin. Je n'ai pas parlé du REPOP non plus, mais ça coule de source. Nous travaillons aussi en lien avec le REPOP et notamment au moment de la transition, de la prise en soin des enfants et des adolescents. Voilà, quand ils arrivent à l'âge adulte, eh bien, il y a cette période de transition et on fait le relais. Et donc, on travaille en lien avec le REPOP. Donc, à tous les niveaux, il y a ces différentes structures. Donc, ces missions de soins du troisième recours, c'est prendre en soin les personnes en situation d'obésité sévère et complexe du fait de leurs déterminants, en accord avec nos recommandations de soignants, nos recommandations de bonne pratique, donc assurées par les services compétents de l'établissement. Et donc nos missions, c'est vraiment la prise en soin de l'obésité sur le plan pédiatrique, avec le REPOP et le CSO pédiatrique, la prise en soin médicale, troisième recours, c'est-à-dire les personnes en situation d'obésité sévère qui ne souhaitent pas forcément de prise en charge chirurgicale de leurs problématiques d'obésité, et avec les nouvelles thérapeutiques et les nouvelles techniques de non chirurgicales de l'obésité, y a d'autres choses à faire que de la chirurgie. Et puis bien sûr, notre mission, c'est d'accompagner les personnes en situation d'obésité qui demandent une chirurgie bariatrique. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans les autres établissements qui assurent le troisième recours, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait au CHU de Besançon, mais rapidement, juste pour vous dire qu'au niveau chirurgical, notre projet, c'est d'accompagner les patients au mieux, les préparer au mieux, en accord avec les recommandations de bonne pratique. Et donc, notre projet, c'est d'accompagner les patients en préparation pendant 9 à 12 mois avant l'opération, dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Donc nous avons au CHU de Besançon donc une structure médicale avec diététicienne, psychologue. Il nous manque certains soignants, mais voilà, les choses vont se développer tout doucement. En tout cas, voilà, nous avons un accompagnement pluridisciplinaire et nous sollicitons aussi des acteurs de soins, des fois du deuxième recours ou d'autres acteurs de soins pour notre accompagnement de patients.
Donc, nous accompagnons les patients pendant 9 à 12 mois. Et puis après, eh ben, on va se gratter la tête avec d'autres soignants dans ces commissions, là, ces réunions de concertation. On va se concerter tous ensemble. On va parler de votre situation de manière confidentielle, bien sûr. Et puis, on va valider la chirurgie. Et une fois que vous serez opéré, nous vous accompagnerons encore pendant 1 an. Et au bout d'1 an, le but de l'accompagnement, c'est de vous donner l'autonomie, c'est-à-dire de vous donner la capacité de vous débrouiller tout seul. Et on va après s'appuyer sur les soignants de deuxième et premier recours pour poursuivre la prise en soins. Et on sera toujours là en relais, si besoin, en cas de difficulté de vos acteurs de premier, deuxième recours. Je vous l'ai dit, nous accompagnons aussi des personnes qui ne souhaitent pas de chirurgie de l'obésité. Et donc pour ces personnes, là aussi, nous les accompagnons pendant 1 an dans une prise en charge pluridisciplinaire, exactement la même que dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale, en fait. Et cet accompagnement, donc, nous avons décidé de le faire sur 1 an. Donc nous accompagnons les patients sur 1 an. Alors ce n'est pas date anniversaire, hein. Il y a des patients qui ont besoin d'être accompagnés pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'accompagner au mieux pendant un minimum d'1 an dans une prise en charge pluridisciplinaire. Voilà, donc le CSO Franche-Comté, il est localisé donc dans le service de diabétologie, endocrinologie, nutrition au CHU de Besançon. Donc c'est le bâtiment gris au niveau 1, donc à l'hôpital Jean Mingeot. Donc vous pouvez venir nous voir au CSO 1, la porte est ouverte. Nous avons un site internet. Alors sur notre site internet qui est ouvert à tout le monde, vous pouvez en tant que professionnel de santé ou personne non professionnelle de santé, aller sur ce site internet et on essaie de copier ce que fait le REPOP parce qu'ils le font bien. Donc, comme le REPOP, on essaie de développer une carte interactive qui permettra d'aller repérer, en fonction de votre lieu d'habitation, repérer les acteurs de soins qui pourraient vous accompagner au mieux dans votre problème de poids ou d'obésité. Vous pouvez aussi nous contacter. Je reviens en arrière, c'est pas grave. Enfin, vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone. Appuyez sur le bon bouton. Et je peux juste avoir la dernière diapo. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par téléphone et nous vous répondrons. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci, Jérôme. Alors, comme on a un timing serré, vous pouvez retrouver les stands, hein, ils sont là toute la journée pour pouvoir échanger avec eux. Merci beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne donc avec Cyril Gauthier, qui est médecin nutritionniste à Dijon. Il est le fondateur d'EMNO et il porte les projets d'expérimentation article 51 avec CE NUV. Il est copilote aussi du comité stratégique ARS-BFC Parcours Nutrition Santé depuis 2016 et il est l'expert de la Haute Autorité de Santé pour tout ce qui est guide parcours obésité et relecture et les recommandations des bonnes pratiques de juin 2022. Et donc, on va aborder la e-santé. Merci. Merci Amandine, merci à vous de m'accueillir. Alors, je vous prie de me pardonner, hein, je suis dijonnais et bourguignon. Alors oui, je vais essayer de ne pas faire trop d'acronymes, c'est parfois un peu technique. Donc Amandine, n'hésite pas à me faire stop si jamais il y a trop d'acronymes. Donc oui, je suis porteur de l'expérimentation EMNO à Dijon pour Espace Médical Nutrition Obésité. C'est une expérimentation article 51, je vais vous expliquer un petit peu. Et je suis le fondateur d'un outil digital qui s'appelle Nuvi, qui s'est intéressé à l'IETP obésité. Vous allez voir qu'il dépasse aussi ce cadre-là. Alors, les expérimentations article 51, ça ne vous dit probablement pas grand-chose. Le système de soins n'était pas conçu, et il est toujours difficilement pour suivre les maladies chroniques. On est sur un système à l'acte, et donc il y avait une réflexion du ministère et de l'assurance maladie sur comment, finalement, innover ce parcours de soins, mais pas à partir des directions centrales avec une transmission descendante, mais à partir du terrain. Et c'est de là qu'est né l'article 51, qui est un article de loi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui permet de déroger au droit commun, c'est-à-dire de sortir du remboursement habituel de l'assurance maladie avec des expérimentations innovantes sur certains territoires. Et l'objectif de ça, c'est de partir du terrain, d'expérimenter de
de nouveaux formats finalement de prise en charge pour juger de la pertinence, de la qualité, de la qualité pas uniquement pour le patient, mais aussi pour les soignants qui exercent, avec une notion d'efficience pour le système de santé et surtout une reproductibilité pour une transposition à partir d'une expérimentation pour ensuite une généralisation nationale. On a eu à peu près, depuis 2018, 155 expérimentations article 51. L'obésité a été quand même un gros pourvoyeur d'article 51 parce qu'on en a dénombré 12, finalement 11 parce qu'il y en a une qui n'a jamais vu le jour qui est au Bépar. Mais on a eu beaucoup d'expérimentations article 51 sur l'obésité, ce qui montre aussi qu'au niveau des instances et du ministère, il y a un vrai intérêt pour faire évoluer la prise en charge de l'obésité. Alors, moi aussi, j'ai des slides qui sont parfois un peu chargés. Cette slide elle est intéressante parce qu'on voit les niveaux de recours, donc niveau 1, 2, 3, comme vient de l'expliquer Jérôme à l'instant. Et on voit que finalement, les expérimentations article 51 que vous voyez à droite, donc c'est les acronymes GPSO, EMNO, Timéo, PACO, BariaUp, Mamanform. Donc je ne parle que des expérimentations article 51 adultes. Je ne parle pas des enfants, mais on voit que ces expérimentations article 51, elles couvrent l'ensemble des niveaux. Ce qui est déjà très intéressant, c'est parce que si derrière la grappe obésité, ce qu'on appelle la grappe obésité, c'est l'ensemble des expérimentations article 51 qui vont amener finalement aux futures prises en charge, on voit qu'on couvre l'ensemble. Alors j'ai mis forcément EMNO d'une couleur différente, pas parce que c'est l'expérimentation que je porte, c'est parce que c'est la première qui est arrivée qui a été validée au niveau du comité technique national et qui a été terminée. Et là, aujourd'hui, avec EMNO, on est en ce qu'on appelle en phase transitoire avant le passage dans le droit commun, dans ce qu'on appelle le parcours coordonné renforcé, donc le PCR, qui va arriver cet été. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que le niveau 2, finalement, était essentiellement hospitalo-centré. On a peu de niveau 2 efficients en France avec la médecine de ville. Et donc, les structures type article 51 qui vont apparaître vont permettre finalement de faire évoluer un petit peu ce niveau 2. Donc EMNO faisait partie des expérimentations article 51 adultes. L'objectif, c'était d'éprouver une forfaitisation de la prise en charge, c'est-à-dire un panier de soins dans lequel vous allez mettre médecin, infirmière, diététicienne, psychologue, éventuellement activité physique adaptée, la coordination, les systèmes d'information, c'est-à-dire les outils digitaux. Ce panier de soins va nous sortir du système à l'acte et va permettre la prise en charge du patient sur plusieurs mois, voire plusieurs années. L'objectif, c'était ce parcours de soins interdisciplinaire avec une approche numérique, donc on qualifie de figital. Ce n'est pas que numérique, hein. Il y a du présentiel évidemment, mais associé au digital pour optimiser la prise en charge présentielle. Et surtout dans EMNO, la particularité, donc c'est en ville, c'est une approche médicale, médicamenteuse et chirurgicale. C'était la seule expérimentation article 51 française qui mélangeait les approches médicales, chirurgicales et médicamenteuses. Les autres s'intéressaient surtout à un des aspects. Et l'objectif final, c'est d'améliorer la gestion de la maladie chronique, évidemment, avec, je vous l'ai dit, une volonté de transposition au niveau du territoire national. Donc, je vais vous parler, là, c'est juste l'expérimentation article 51 EMNO, ce n'est pas ce que va être le parcours coordonné renforcé, je vous en parlerai après. Donc, on a une personne qui est en situation d'obésité, qui va, en fonction d'un profil, on génère un profilage, qui va avoir un plan de soins personnalisé avec une équipe pluriprofessionnelle, une délégation de tâches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le médecin, c'est vraiment, parfois le patient ne voit que l'infirmière, la diététicienne, il ne voit pas le médecin quand il vient dans la structure. 5 profils qui avaient été déterminés dans EMNO. Donc, c'est des profils 1, 2, 3, c'est des obésités de sévérité croissante. Le profil 4 est un profil chirurgie bariatrique et le profil 5 est un profil à part, qui est le profil obésité complexe avec troubles du comportement alimentaire. Et on voit chaque année, donc c'était une expérimentation sur 5 ans, et on voit que chaque année, il y a le niveau d'intensité de prise en charge et avec des forfaits différents. Donc c'était un peu complexe à expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait 5 profils et 3 forfaits. L'objectif, c'est d'avoir vraiment, c'était d'avoir un modèle vertueux, parce que forcément, si on prend en charge, on espère correctement son patient, même si c'est une maladie chronique, l'intensité de prise en charge va diminuer, ce qui va être pour la structure plutôt quelque chose d'intéressant. Raccroché à tout ça, on met du numérique. Là, c'était présentiel, on met du numérique avec la plateforme Nuvie. Donc l'objectif de la plateforme, c'était de permettre finalement l'accès aux soins qu'est l'éducation thérapeutique, qui aujourd'hui n'est pas remboursée par le droit commun. Heureusement qu'on a les ARS pour financer les programmes d'éducation thérapeutique, parce que finalement l'assurance maladie, malgré tout l'intérêt que ça peut avoir, ne le rembourse pas. Et pour l'obésité,
aujourd'hui, les personnes qui sont en situation d'obésité en France, c'est 0,8% qui accèdent à un programme d'éducation thérapeutique. Donc, c'est qu'il y a un problème d'offre et de moyens, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé, alors c'était en 2015 qu'on a réfléchi à tout ça quand même, à utiliser le numérique pour permettre finalement cet accès à ce qu'est l'éducation en santé. Et tout ça s'inscrit dans un schéma régional. On a la chance, en Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir une ARS qui est structurée. Donc oui, je suis copilote avec Stéphanie. On est copilote externe du comité stratégique du parcours nutrition santé. Donc moi, c'est depuis 2016. Donc on a quand même une ARS qui s'est structurée avec un projet régional dans lequel on a l'obésité occupe une place importante. Et cette expérimentation article 51 s'intégrait parfaitement dans ce schéma régional. Et quand je dis schéma régional, ce n'est pas juste avec les acteurs de santé, avec les structures de santé, c'est aussi avec les outils comme Ethics. Stéphanie t'en a parlé, qui est un outil de e-parcours que développe le grade de notre ARS. Quelques résultats quand même, parce que l'objectif, c'est est-ce que ça fonctionne? On a été évalué, donc ce n'est pas une évaluation interne, c'est une évaluation externe qui a été faite par les Hospices civils de Lyon et le service du professeur Cyril Collin des HCL. Et donc on a regardé comme premier critère la qualité de vie. Pour nous, la qualité de vie était vraiment le critère principal d'évaluation de notre expérimentation. On a 75%, donc 3/4 des patients, qui ont une qualité de vie qui s'améliore avec une satisfaction globale supérieure à 8 sur 10 pour 70% des patients. Et vous voyez que sur le quali, c'est-à-dire pas le quantitatif, mais sur le quali, on voit quand même que les patients s'améliorent globalement avec la prise en charge. Pour le quantitatif, globalement, ils perdent tous du poids, mais le poids n'était pas le critère principal parce que, par exemple, dans le dans le profil trouble du comportement alimentaire et obésité, c'est surtout la diminution des compulsions. Ils perdaient peu de poids, ce n'était pas significatif, mais ils avaient une diminution des compulsions, ils se sentaient mieux. Il y avait aussi un critère qui était intéressant, c'est l'accessibilité financière, parce que l'ensemble du parcours est pris en charge par le forfait de l'article 51, mais aussi une accessibilité temporelle, parce qu'on est sur une structure de ville, donc pas hospitalière, qui est très flexible pour les horaires des patients, et aussi une accessibilité géographique avec le numérique, qui nous a permis, par exemple, comme l'expérimentation a débuté avant la crise sanitaire, on a pu traverser la crise sanitaire sans arrêter nos programmes d'éducation thérapeutique qui étaient en place déjà sur l'expérimentation article 51, parce qu'on était digitalisé. Et on a publié un article dans la revue Obésité sur ce sujet. Les taux d'inclusion, donc on est à 88% de l'objectif initial. Pourquoi on n'est pas à 100%? Alors je ne vais pas me servir du Covid comme excuse. C'est en fait, on a eu un biais de recrutement. L'EMNO qui était destiné à une prise en charge pour des patients parfois obésité peu complexe, profil 1, finalement on ne les a pas vus ces patients. On nous adressait que des patients très complexes. Et comme la prise en charge des patients complexes coûte plus cher au niveau des forfaits, on a accepté de prendre en charge plus de patients complexes, mais il a fallu diminuer finalement la prise en charge des patients non complexes. Et comme il fallait rester à budget constant, on a du coup eu moins d'inclusion de patients peu complexes parce qu'on privilégiait les patients complexes. Les sorties de l'expérimentation, 21%. On peut se dire c'est beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. 21% avec une expérimentation qui dure 5 ans, je pense que les chiffres sont très intéressants, surtout qu'on a la chirurgie bariatrique. Quand on sait que 50% des patients n'ont plus de suivi au bout de 2 ans, là dans l'expérimentation, on est à 21%. Et on a aussi traversé la crise sanitaire, qui n'a pas été quelque chose de quand même simple à gérer. Et quand ils sortent de l'expérimentation, c'est surtout parce que 5 ans, c'est long, ils déménagent, ils trouvent un job. Et donc, du coup, ces patients, de temps en temps, ils ne peuvent plus suivre la prise en charge, pas parce qu'ils ne la considèrent pas, parce que finalement, ils ont plus le temps. Et ce qui a été aussi évalué, c'est l'impact et sa transférabilité dans le modèle du système de santé. Alors, oui, le numérique, je vais forcément en parler parce que je suis partisan de ces outils. Je ne vais pas vous parler du e-parcours Ethics. Ah, si, je vais en parler un petit peu ici aujourd'hui. Pour cette expérimentation, on avait besoin de 2 outils numériques. Un outil de e-parcours, donc on a la chance d'avoir le grade en Bourgogne-Franche-Comté sur lequel on a pu construire une brique qu'on appelle Ethics-Semno, et un outil d'IETP qui n'existait pas. Et là, on ne s'est pas appuyé sur le grade. Comme ça n'existait pas et que personne ne faisait ça, on l'a créé en 2018 et c'est Nuvi. Vous voyez les différents partenariats qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant, c'est que comme on travaille avec le grade depuis le départ, on a cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire que Ethics et Nuvi communiquent entre eux de manière à pouvoir échanger la donnée, parce que c'est ce qui est primordial, c'est que tous ces outils numériques puissent communiquer entre eux. Premier outil, Ethics-Semno. Donc c'est finalement Ethics-Semno pour les patients qui sont suivis dans l'expérimentation, c'est notre logiciel métier. Il n'y avait pas de logiciel métier
pour tout ce qui est parcours d'éducation thérapeutique en obésité. Et donc, EthicsMNO est devenu ce logiciel métier. C'est la plateforme régionale Ethics qui est connectée Aurore. Et ça nous permet finalement d'avoir des données super intéressantes à suivre parce que comme on a des besoins d'évaluation dans ces expérimentations, on avait besoin d'avoir des données propres. Et d'ailleurs, ça a été salué par nos évaluateurs que les données qui ont été fournies grâce à l'outil EthicsMNO étaient parmi les meilleures données sur lesquelles ils ont pu travailler au niveau de l'évaluation. Donc, c'est un outil de coordination, de cercle de soins. Ça trace aussi l'éducation thérapeutique, mais cette fois-ci présentielle. Et évidemment, il y a toutes les sécurités avec l'INS, qui est l'identité numérique en santé, qui va remplacer le NIR. Donc voilà, je vous mets quelques captures écran. Donc c'est un outil, j'ai bien caché les noms, oui, normalement c'est bon. C'est un outil de gestion de consultation. En fait, on détermine le profil du patient. Quand le profil est créé, ça va générer automatiquement le type de consultation que ce patient va avoir sur les 5 années qui vont venir. Et puis la secrétaire ou l'infirmière de coordination va mettre en place les rendez-vous, avec des rendez-vous qui sont parfois seuls avec un seul professionnel de santé ou des rendez-vous qui sont cumulés avec plusieurs professionnels de santé. Et ça donne ça avec des consultations qui ont été réalisées, des consultations qui sont à venir. Donc tout est structuré dans l'outil. C'est un outil qui évolue en permanence avec l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on travaille toujours avec le grade pour faire évoluer cet outil de manière à ce qu'il soit de plus en plus flexible et aussi transposable au niveau du territoire régional. Ça nous génère aussi des graphiques, des courbes assez intéressantes donc, sur la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie des patients, évidemment l'indice de masse corporelle, des courbes de composition corporelle, d'indice de masse grasse, d'indice de masse maigre. Donc on peut suivre vraiment nos patients avec les différentes données. Et vous voyez, c'est le type de données qu'on génère avec ce type d'outil. C'est important d'avoir ces données parce que derrière, il faut prouver encore une fois que ces expérimentations, en tout cas ce qu'on met en place, c'est que ça fonctionne. Et puis voilà, vous voyez le nombre de... Alors ça, elle date un peu cette slide, mais ça nous génère ce type de graphiques de suivi qui sont intéressants. Et là, vous voyez que EMNO était une expérimentation qui était, on pouvait se dire, ça allait intéresser que la Côte d'Or. Non, EMNO draine une bonne partie de la région parce que là, vous voyez, c'est l'ensemble des patients qui sont venus consulter uniquement dans le cadre de l'expérimentation article 51. Je ne vais pas faire une grosse digression, mais EMNO, ce n'est pas que l'expérimentation article 51. EMNO, c'est un mélange. 40% des patients, c'est l'article 51. Le reste, c'est des patients qui viennent et qui ne sont pas forcément dans cette approche forfaitisée. Concernant NUVI, donc ça, c'est l'outil d'éducation thérapeutique. On l'a imaginé parce que finalement, on avait une problématique d'accès à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'éducation thérapeutique. Et donc, on a ce bloc d'éducation thérapeutique, mais finalement, comme on a la maîtrise de l'outil et que maintenant on a des équipes techniques qui travaillent dans la société qui est EPSD, qui produit NUVI, on a pu créer d'autres outils. On a créé le phénotypage, je vais revenir rapidement dessus parce que c'est un outil qui, je pense, est très intéressant au niveau des territoires pour évaluer le phénotype d'une population concernant l'obésité. Et puis comme tout le monde, on utilise de l'intelligence artificielle, on a des moteurs de profilage IA qui vont nous permettre de générer des profils comportementaux pour adapter les parcours pédagogiques numériques les plus adaptés. Donc notre socle principal, c'est l'éducation thérapeutique du patient, donc l'IETP ou l'éducation en santé numérique. Je ne sais pas comment ça va s'appeler dans le futur parcours coordonné renforcé. C'est pour le patient et son entourage. Ça aussi, c'est un élément important. Il y a le patient qui accède à l'outil, mais le patient génère un compte entourage pour que l'entourage devienne ressource, parce qu'on sait très bien que dans ces démarches, toucher l'entourage, c'est complexe. Avec une volonté de transmettre un savoir biomédical qui est habituellement réservé aux professionnels de santé. Là, on le transmet aux patients, mais aussi s'appuyer sur du savoir expérientiel, parce que le savoir expérientiel de patient est intéressant. Donc, il y a tout un processus communautaire et participatif au niveau de la plateforme. C'est gamifié, c'est ludique. Enfin, voilà, l'environnement, il est assez sympa. Ça fonctionne parfois comme du e-learning, ça fonctionne parfois comme du serious game. Il y a des quiz, il y a du suivi, etc. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que cet outil qui permet d'acquérir connaissance et un peu de compétences quand même sur des pathologies ciblées, il peut permettre aussi de changer des comportements pour faire en sorte que les personnes ne soient pas patients. Et donc, on a maintenant des modules de prévention qui permettent d'informer, d'éduquer des populations à risque sur des comportements pour faire en sorte finalement qu'elles ne développent pas les pathologies, en tout cas qu'on retarde l'apparition des pathologies.
Et avec le temps, c'est pas de notre fait, c'est qu'on a des infirmières qui sont des infirmières azalées qui sont venues nous voir et qui nous ont dit mais votre outil, il nous a formés. Parce qu'on avait pris le parti de transmettre un savoir biomédical assez pointu. Et donc, l'outil formait les infirmières azalées, certaines infirmières azalées. On s'est dit, finalement, notre outil, il peut servir de formation avec un niveau de littératie un peu plus élevé. Et donc, maintenant, on a tout un bloc e-formation sur les thématiques qu'on déploie. On est certifié Calliope. Donc, on n'est pas DPC, mais certifié Calliope. Et donc là, par exemple, on a formé les infirmières azalées Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. On a ESOP, et donc c'est Olivier Ziegler, j'étais à la JTO de Nancy hier, qui a présenté finalement le bloc formation qu'ils vont déployer sur tout le Grand Est avec Nuvi. On a aussi un article assez bien qui a été fait dans Nutrition clinique et métabolisme avec Martine Laville, le professeur Laville, qui est professeur émérite Lyon, et qui a qui a été un acteur majeur pour l'obésité en France, et où on a formé tout le réseau des HCL avec l'outil. Donc on a vraiment aussi cette valence formation, et je trouve que c'est intéressant. En France, on a tendance à cloisonner prévention, éducation ou soins et formation. Finalement, avec le même outil, on regroupe les trois, et en regroupant les trois, c'est plus que de la cohérence et de la résonance qu'on crée. Et je trouve que ça, c'est intéressant pour l'alliance thérapeutique. Il y a plusieurs usages, c'est du numérique, mais ce n'est pas un truc rigide. Je passe sur la formation pro, tout à droite. S'il y a des équipes qui vont nous utiliser en consultation complémentaire, complémentairement de leur pratique, il y a des équipes qui vont nous utiliser de manière synchrone. Synchrone, c'est-à-dire que je prends l'outil Nuvi, j'anime un atelier d'éducation thérapeutique en HDJ ou en atelier en MSP. Et donc, j'utilise Nuvi pour un peu moderniser mon approche, mon atelier. Et puis, on a des équipes qui nous utilisent de manière complètement asynchrone. Elles n'ont pas le temps. Et donc, comme elles n'ont pas le temps, elles mettent leurs patients sur Nuvi. Ce n'est pas le TP, mais c'est mieux que rien. Ok, c'est pas le TP tel qu'on l'entend, le cahier des charges, mais au moins on a une approche éducative en santé qui est plus pertinente que juste de la consultation et la transmission descendante. Le phénotypage, donc Jérôme il vous a présenté niveau 1, 2, 3. Maintenant, avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on phénotype l'obésité, c'est-à-dire qu'on dépasse l'indice de masse corporelle, qui n'est pas du tout un bon critère pour définir une personne qui souffre d'obésité. Et on a ce phénotypage HAS qui tient compte de 7 paramètres. 3 niveaux de recours, 5 niveaux de sévérité, c'est complexe. Et donc du coup, avec Nuvi, on a, encore une fois, on a toutes les équipes techniques, on l'a numérisé, on a créé l'algorithme. Et du coup, maintenant, on a un outil de phénotypage qui permet de phénotyper la personne en situation d'obésité en 10 minutes quand on n'a pas l'habitude, 5 minutes quand on a l'habitude. Ça trace la sévérité, ça détermine le niveau de recours, ça pousse les recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est aussi un outil de formation pour les professionnels de santé. C'est gratuit. Peu importe où vous êtes sur le territoire, c'est totalement gratuit parce que l'objectif de cet outil de phénotypage, au-delà de définir le niveau de sévérité, le niveau de recours et cette traçabilité, c'est de finalement générer des cartographies territoriales pour avoir une vision précise de l'obésité en temps réel en France. Les études OBEPI qu'a présenté Jérôme, ou les études Esteban, donc OBEPI c'est du déclaratif, donc on sait le biais qu'il peut y avoir avec du déclaratif, et OFEO la dernière c'est la même chose. Esteban ça nécessite beaucoup d'argent. Avec un outil comme ça, comme on l'a fait pour le Covid en fait, on a en temps réel le phénotype d'un territoire, et ça nous permet aussi d'évaluer finalement ce qu'on fait sur un territoire pour voir si c'est efficient. Le problème des expérimentations article 51, et en particulier des MNO, c'est qu'on n'avait pas de population comparable. Donc on voit que les patients s'améliorent, alors que la population générale se dégrade. Donc on se dit que c'est plutôt bien, mais on n'a pas de vraie population en miroir. Et donc avec ce type d'outil, on va pouvoir regarder si je mets en place une expérimentation ou un projet à un endroit, si le phénotype de ma population évolue dans le bon sens. Donc c'est un outil à diffuser. Encore une fois, c'est gratuit. Ça a été conçu avec, encore une fois, l'aide de l'ARS. C'est soutenu par les sociétés savantes. Donc, on vous encourage à aller sur le site, à créer votre compte de phénotypage. Encore une fois, c'est gratuit. Les données ne seront uniquement destinées qu'à des fins de recherche ou des données épidémiologiques pour les tutelles. Les données sont sécurisées, on est HDS, on a toutes les normes de sécurité, et les données ne servent qu'au bénéfice du patient et du parcours de soins. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on discute quasiment toutes les 2 semaines avec les directions centrales.
Donc, je vais passer les acronymes, mais en gros, c'est le ministère, l'assurance maladie, la direction de la sécurité sociale, etc. Pour finalement ce futur parcours coordonné renforcé qui va arriver. Alors, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais considérez qu'à la rentrée scolaire prochaine, on aura le PCR. Donc, le MNO va être la première brique de ce PCR, parce que derrière vont venir toutes les autres expérimentations qui vont venir alimenter avec leurs spécificités ce parcours coordonné renforcé, parce que l'objectif, c'est d'avoir un parcours pour l'ensemble des patients qui souffrent d'obésité sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est un parcours qui sera forfaitisé. Dans ce forfait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va y avoir toutes les prises en charge, diète, psy, enseignants d'activité physique adaptée, médecins, infirmières d'éducation thérapeutique, coordination interne, externe, outils numériques. Tout va être regroupé dans ce panier de soins avec des forfaits qui sont en cours de discussion. Évidemment, je n'ai pas le droit de donner le coût des forfaits. Du coup, dans ce PCR, on n'aura pas 5 profils, on aura 3 profils parce qu'on a capitalisé sur notre expérimentation et c'est ce qu'on fait avec le national. Et du coup, on a simplifié, on aura 3 profils de sévérité différentes. Et ces profils vont générer des intensités de prise en charge qui seront différentes également, avec des critères, des indicateurs, et qui vont, au bout de 6 mois ou 1 an, permettre une réévaluation et de voir si le patient, on maintient dans le forfait ou si on peut le sortir et qu'il puisse rejoindre le niveau inférieur s'il s'est amélioré ou rejoindre le niveau supérieur s'il s'est dégradé. Les structures qui pourront porter le PCR sont globalement définies. Il y a un décret qui est sorti en novembre dernier, si je me souviens bien. Donc, c'est établissement de santé, maison de santé pluriprofessionnelle, enfin pluridisciplinaire. Donc, c'est des CISA d'un point de vue juridique, les CPTS, les centres de santé, pas les associations. Elles ont été sorties parce que, d'un point de vue juridique, c'était compliqué de mettre les associations. Éventuellement, les ESS et les équipes de soins spécialisés, c'est une autre entité, et les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Donc, voilà les structures qui pourront soumettre un PCR quand il sera sorti. Et voilà notre vision de demain. Donc, ce que je vous montre, j'ai le droit de vous le montrer. Donc, on va générer un profilage de la personne. Je distingue les deux, le phénotypage et le profilage. On phénotype une pathologie, on détermine un niveau de recours et un niveau de sévérité. On profile une personne. Ce n'est pas pareil. Et la prise en charge, elle dépend du profilage, parce que les comportements ne dépendent pas du phénotype. Donc, on profile la personne, on génère un phénotypage, 3 forfaits, inclusion dans le PCR. Donc forcément, moi j'ai parlé d'EMNO parce que le PCR est issu d'EMNO. Donc ce qu'on appelle EMNO1, c'est là où vous aurez l'expertise médicale d'obésité. Évidemment, le lien avec le CSO. Il faut voir EMNO pas comme un concurrent du CSO. Il faut voir EMNO comme un bras armé du CSO qui parfois a du mal à suivre. Ils ont tellement de patients niveau 3 qu'ils ont du mal à suivre les patients de niveau 3. Et donc, EMNO vient vraiment en appui du CSO et faire ce relais entre le niveau 1 de ville et le niveau 3. Comme on a une pénurie de médecins spécialistes de l'obésité, honnêtement, les chiffres, ils sont vraiment pas bons. Il y a cette problématique de combien d'EMNO par territoire. Et finalement, on réfléchit avec le national sur une déclinaison, créer ce qu'on appelle des EMNO2, où il n'y a pas de médecin. Mais par contre, il y a une délégation de tâches. Alors, ne me jetez pas des tomates s'il y a des médecins, parce qu'apparemment, ce sujet, il fait débat. Mais il y a une délégation de tâches sur des infirmières qu'on forme, qui sont spécialisées, avec diététiciennes et psychologues, et toute une coordination, avec un relais sur la téléexpertise sur le MNO1, si besoin, mais une prise en charge de proximité. Parce que ce n'est pas normal que moi, à Dijon, je vois des patients qui font 400 bornes. Ce n'est pas logique. Il faut une prise en charge de proximité. Donc, voilà comment on voit les structures de demain. Évidemment, tout ça s'inscrit encore une fois dans le schéma régional ou national, avec l'ensemble, les liens avec les différentes structures. Évidemment, je vous l'ai dit, avec le CSO, les associations de patients. C'est une offre de soins qui est structurée, qui est intégrée au système de santé et avec une file active. Vous le voyez, EMNO Dijon, juste une structure, c'est 3000 patients en file active. Donc avec ce type de structure, on draine quand même un certain nombre de patients et on peut proposer des prises en charge à un volume de patients suffisant avec une qualité de la prise en charge. Ah si, celle-là je la passe. Moi qui présente, mais voilà, ça fait ce que je disais hier à Nancy. Ils sont tous marrés, j'aurais dit, ouais, cette photo, c'est le début de l'expérimentation Antique 51, c'est avec Natacha Lemaire, qui était rapporteure générale du 51 en France. Et je disais, ouais, j'ai un peu vieilli parce que ça fait quand même 6-7 ans qu'on travaille. J'ai moins de cheveux, je disais, et une barbe plus blanche. Mais vous voyez, Martine Laville qui soutient, et maintenant Olivier Ziegler qui soutiennent énormément
ce projet parce qu'ils y voient une réponse à la problématique de la prise en charge. L'ARS qui a toujours été soutien depuis le début. L'ARS a vraiment soutenu ce projet. Donc j'ai mis forcément Émilie qui est présente dans la salle, mais aussi Cécile Lumière, Clément Carlin. Je pourrais citer aussi Cédric Duboudin, Stéphanie, etc. Siméos. Siméos, alors vous ne connaissez pas, Siméos, c'est un laboratoire de sciences humaines. On fait de la recherche. On a des thésards dans nos équipes, mais c'est la recherche de sciences humaines. C'est de l'infocom. On utilise finalement, on a un partenariat de recherche publique, on utilise leur thésard pour faire évoluer finalement le maintien des patients il faut cerner le comportement des personnes pour pouvoir les maintenir dans des parcours comme ça. Et on utilise des ressources de sciences comportementales. Évidemment, toute l'équipe de l'EMNO, l'équipe de PSD, les débuts de l'EMNO, Mathieu Poussier qui a toujours été un soutien, qui est un chirurgien de Montélimar et qui monte un EMNO à Montélimar parce que le projet il est en train de se diffuser, et Anne-Laure Bernard qui est un médecin endocrinologue et qui est avec moi sur EMNO. Donc voilà, ce projet il est né, il a été réfléchi en 2015, il est apparu en 2018, première lettre d'intention au niveau du ministère, le décret janvier 2019. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé, une certaine fierté, c'est d'arriver à faire bouger finalement la prise en charge de l'obésité en partant d'un acteur de terrain. Et ça, je trouve que c'est un joli succès. Merci. Merci bien. Merci. Et ça montre bien que c'est sur le terrain qu'on avance. Et effectivement, le numérique, c'est la nouvelle ère. Ça ne fait qu'avancer. L'IA commence à arriver. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous pouvez les rencontrer. On a une pause d'1 quart d'heure et après, on va reprendre la suite. Vous avez au-dessus le village exposant. Vous pouvez boire un café. Vous avez tout ce qui est à votre disposition. Et vous pouvez rencontrer tous les professionnels. Et Cyril, vous restez avec nous quelques minutes. Voilà. Et puis, le CSO et le REPOP. À tout à l'heure dans un bon petit quart d'heure.